Le jour de l'enterrement de mon grand-père, mon père a hérité de 50 millions d'euros. 3 heures plus tard, il me jetait dehors en me disant « Tu ne me sers plus à rien ». Mais ce qu'il a découvert 24 heures après va vous donner des frissons. Cette histoire de vengeance familiale va vous scotcher jusqu'à la fin. Je m'appelle Calista Rowan. Il y a une semaine, j'ai enterré Arthur, mon grand-père, dans le petit cimetière de Vincennes. Un homme de 82 ans qui avait bâti un empire immobilier à partir de rien. Arthur n'était pas qu'un grand-père, c'était ma boussole dans une famille où les mots gentils étaient plus rares que les diamants. Mon père Malcolm, 58 ans, chef d'entreprise respecté, mais à la maison, un homme froid comme la pierre. Jamais un compliment, jamais un encouragement. Si je ramenais un 18 sur 20, il demandait pourquoi ce n'était pas 20 sur 20. Arthur, lui, était différent. Quand j'ai voulu faire des études de finance, Malcolm m'a ricané. Les affaires, c'est un monde d'hommes. Arthur m'a glissé discrètement un chèque de 15 000 euros pour ma première année. Mais ce qui s'est passé après l'enterrement va vous révolter. Nous étions dans le salon familial de notre propriété des Yvelines. Les derniers invités venaient de partir. L'odeur des fleurs de deuil flottait encore dans l'air. Malcolm entre dans la pièce, le masque de politesse tombé. Son regard était différent, prédateur. C'est fait, dit-il d'un ton sec. Le transfert successoral est officiel, 50 millions d'euros à mon nom. Il l'a dit comme s'il annonçait la météo. Puis ce sourire que je n'oublierai jamais. Tu ne me sers plus à rien maintenant. Pardon ? Tu as assez profité, poursuit-il, sa voix tranchante comme un rasoir. Fais tes bagages, je veux que tu aies quitté cette maison demain matin. Pendant un instant, je n'ai plus senti mes mains. Cet homme qui m'avait appris à faire du vélo me regardait comme un meuble encombrant. Dites-moi dans les commentaires, qu'auriez-vous ressenti ou fait à ma place ? Parfait, ai-je répondu, ma voix ne tremblait pas. Je ne lui donnerai pas cette satisfaction. Mais ce que j'allais découvrir dans ma chambre allait tout changer. Cette nuit-là, dans ma chambre d'enfance, je faisais mes bagages avec une rage froide. Cette maison de 300 mètres carrés à Saint-Germain-en-Laye ne serait plus jamais mon refuge. En vidant ma bibliothèque, je sors une biographie épaisse qu'Arthur m'avait offerte pour mes 18 ans. Le livre glisse plus facilement que les autres. Quand je l'ouvre, une enveloppe scellée tombe entre mes doigts. Mon nom, écrit de la main ferme d'Arthur, ressortait sur le papier crème. À l'intérieur, une seule ligne, mais qui m'a coupé le souffle. Le testament protège ceux qui protègent les autres. Arthur avait caché ce message pour que je le trouve, pas Malcolm, moi. Aucune explication, aucun contexte, juste ces mots qui semblaient porter un poids énorme. À ce moment précis, qu'est-ce que vous pensez que ça signifie ? Laissez vos théories en commentaire et si vous aimez ce genre de mystère, n'oubliez pas de liker la vidéo. J'ai plié le mot, l'ai glissé dans ma poche, mon esprit déjà en ébullition. Qu'est-ce qu'Arthur avait vraiment prévu ? Le lendemain, je me suis installée dans un studio de 25 mètres carrés près de République. J'avais vendu quelques bijoux que Malcolm m'avait offerts, plus pour l'apparence que par affection. Juste assez pour payer la caution et le premier mois. Mon travail d'analyste financière me permettait de bosser en télétravail. Alors je me suis installée à la petite table de cuisine, essayant de retrouver une normalité. Mais chaque soir, je ressortais ce mot mystérieux d'Arthur. J'ai commencé à creuser discrètement. Archives publiques, dossiers de succession, articles de presse sur des testaments avec clauses inhabituelles. La plupart du temps, c'était du bruit, mais parfois, je tombais sur quelque chose qui faisait battre mon cœur plus fort. Des fiducies qui ne libéraient les fonds qu'en dans certaines conditions spécifiques, des testaments liés à des projets communautaires. Arthur avait toujours été méticuleux. Il était possible, probable même, que son testament cache la même précision. 3 jours après mon déménagement, mon téléphone sonne. Numéro inconnu. Calista Rowan. Une voix nette, professionnelle, avec une pointe d'amusement. Oui, je suis maître Evelyn Cole. J'étais l'avocate de votre grand-père. Une pause délibérée. Nous devons parler de son testament. Il est inhabituel. Il y avait une satisfaction dans sa voix, comme si elle retenait quelque chose d'explosif. En quoi inhabituel ?
Elle a eu un petit rire entendu. Disons que la semaine de votre père va devenir beaucoup plus compliquée. Pouvez-vous venir à mon cabinet demain? J'ai regardé l'enveloppe sur ma table, mon esprit s'emballant déjà. Ce que j'allais apprendre allait dépasser mes rêves les plus fous. Le cabinet de Maître Cole ne ressemblait pas à ce que j'imaginais. Pas d'acajou poli ou de tapis persan. Juste des lignes épurées, des couleurs neutres et un mur de dossiers parfaitement étiquetés. Elle m'a fait asseoir face à son bureau, puis m'a étudié avec ce regard qui dit qu'elle sait déjà plus qu'elle ne le montre. « J'attendais votre appel », commence-t-elle. « Votre grand-père avait anticipé certaines dynamiques familiales. »« Vous voulez dire mon père ?»« Exactement votre père, » dit-elle en tirant un épais classeur vers elle. Arthur a placé tout son patrimoine, les 50 millions, dans une fiducie. Malcolm ne peut toucher à 1 centime tant que certaines conditions ne sont pas remplies. Je me penche, le pouls qui s'accélère. Quelles conditions? Ses lèvres se courbent légèrement, comme si elle attendait cette question depuis des semaines. Il doit réaliser un projet de rénovation urbaine qui obtienne l'approbation municipale et respecte les standards philanthropiques d'Arthur. Et il doit le faire avec vous comme codirectrice. Autorité égale, droit de signature égaux. Je me recale dans ma chaise, essayant d'assimiler. Vous me dites qu'il ne peut pas le faire sans moi? Exactement. Et il y a plus, continue-t-elle. Pendant les 12 mois que prend le projet, il ne peut y avoir aucun procès entre vous et Malcolm, aucune brouille publique et aucun retrait formel de l'accord par l'une ou l'autre partie. Et sinon, Evelyne corne vers la dernière page de la clause. La moitié irait aux associations qu'Arthur a nommées, l'autre moitié directement à vous. Pendant un moment, je n'entends que le ronronnement de la climatisation. Honnêtement, c'est le genre de rebondissement que j'adore. Si vous aussi vous trouvez le plan d'Arthur absolument génial, mettez un pouce bleu pour lui rendre hommage. Je pense à Malcolm dans son bureau, suffisant et certain d'avoir gagné. Je pense à lui me disant que je ne servais à rien. Arthur avait vraiment tout planifié, je murmure. Il voulait s'assurer que la personne en qui il avait le plus confiance soit en position de protéger son héritage, dit Evelyne. Et cette personne n'était pas votre père. Je trace du doigt le bord du bureau, geste lent et délibéré. Quand Malcolm l'apprend-il? Le sourire d'Evelyne s'élargit. Il le sait déjà. Je sens le changement dans ma poitrine, une anticipation froide et constante. Alors je suppose que je vais recevoir de la visite. Ça n'a pas traîné. Moins de 24 heures après ma sortie du cabinet, 3 coups secs à ma porte. J'ouvre. Malcolm se tient là, impeccablement habillé, mais les bords effilochés. Son visage pâle, une fine pellicule de sueur sur le front. « Calista », dit-il, forçant un sourire, « je pensais qu'on devrait parler, de famille à famille. » Je m'écarte sans un mot, le laissant entrer dans mon salon minuscule. Il jette un regard autour, ses yeux s'attardant sur les meubles d'occasion, comme si c'était une insulte personnelle. « La banque me dit qu'il y a eu un malentendu », commence-t-il en s'installant sur le canapé. « Les fonds sont bloqués dans une sorte de fiducie, du charabia administratif ridicule. » Son ton était léger, mais je percevais la tension en dessous. Ce n'est pas un malentendu, c'est le testament. Il agite une main dédaigneuse. Ton grand-père était sentimental. Je suis sûre qu'on peut contourner ça. Il se penche vers moi, adoucissant sa voix. Toi et moi, le sang, c'est le sang. On a eu nos différends, mais on peut s'unir maintenant, faire que ça marche pour nous deux. Les mots d'Arthur clignotent dans mon esprit. Ne pas réagir, négocier. Qu'est-ce que tu proposes exactement? Je demande calmement. Que tu signes ce qu'il faut pour que je puisse avancer. Tu auras quelque chose, bien sûr. Je soutiens son regard. Ce n'est pas comme ça que c'est écrit. Son sourire se crispe. Calista, je t'offre un moyen de rendre ça indolore. Tu penses pouvoir gérer un projet multimillionnaire sans moi? Tu nous couleras tous les deux. La menace était là, levée sous les mots, mais je ne scie pas. Si tu veux l'argent, je dis, tu suivras les conditions, toutes. Un muscle de sa mâchoire tressaute. Pendant un moment, j'ai cru qu'il allait exploser. Mais au lieu de ça, il se lève, rajustant sa veste. « Réfléchis-y, dit-il, et il sort sans un autre regard. Je ferme la porte derrière lui,
sachant déjà que je n'aurais pas besoin de réfléchir. Il reviendrait. 2 jours après notre première rencontre, j'avais l'accord prêt. Evelyne m'avait aidé à le peaufiner, chaque clause ciselée avec la même précision qu'Arthur avait utilisée dans son testament. Malcolm devait publiquement me reconnaître comme codirectrice, couvrir mes frais de subsistance pendant la durée du projet et transférer 2 propriétés spécifiques du domaine à mon nom, directement, sans condition, sans retour possible. Quand j'ai fait glisser le document sur la table de conférence d'Evelyne, Malcolm l'a parcouru des yeux, puis m'a regardé. « Tu ne peux pas être sérieuse !» Chaque mot, je dis. Il se recule, croisant les bras. « Je ne signerai pas ça, tu m'extorques. » Je ne scie pas. Le testament t'extorque. Moi, je te donne juste une voie de sortie. Pendant la semaine suivante, il a temporisé, prétendait être occupé par d'autres affaires, a renvoyé des pages barbouillées d'encre rouge dans les marges, a même consulté un autre avocat, un homme en costume Sharp qui n'a duré qu'une réunion avant de confirmer discrètement la vérité. Le langage d'Arthur était inattaquable. Sans ma coopération, les 50 millions de Malcolm auraient aussi bien pu être enterrés. Quand il est finalement revenu au cabinet d'Evelyne, il était plus silencieux, pas exactement vaincu, mais il y avait un poids dans sa posture, une crispation autour de sa bouche. Il a pris le stylo, l'a fait rouler entre ses doigts et a signé chaque page d'un trait rapide et dur. Evelyne a notarié, son expression neutre, bien que j'aie capté la plus faible lueur de satisfaction dans ses yeux. Malcolm a poussé le paquet signé vers moi, ses jointures blanches. « J'espère que tu sais ce que tu fais, Calista. »« Je sais, » je dis, en glissant l'accord dans mon dossier. Nous nous sommes levés, l'air entre nous lourd de tout ce qui n'était pas dit. Il est parti sans me serrer la main, la porte claquant derrière lui. Pour la première fois en années, j'ai senti l'équilibre basculer. Pas seulement dans les papiers, mais dans le pouvoir. Et ce n'était que le début. Le terrain sur les bords de Seine n'était qu'un carré d'asphalte fissuré et de mauvaises herbes quand nous avons commencé. Les plans d'Arthur prévoyaient quelque chose de vivant. Des murs de verre ouverts sur le fleuve, des salles de cours pour la formation professionnelle et des espaces pour les marchés locaux le week-end. Dès la première semaine, j'ai fait de chaque détail mon affaire. Je marchais sur le site avec les entrepreneurs chaque matin, relisais les factures le soir et tissais des relations avec les élus municipaux dont nous avions besoin des signatures. Plus je me montrais, plus les équipes venaient vers moi pour les décisions. Malcolm détestait ça. Il arrivait en retard aux réunions, proposait des coupes budgétaires qui ignoraient à la fois les normes et la vision d'Arthur. Chaque fois que je refusais, il mormonnait que j'étais impossible à vivre. Mais il n'a jamais essayé de m'écarter. Il ne pouvait pas. Le testament s'en assurait. La presse a adoré l'histoire. La famille Rowan s'unit pour honorer le rêve du patriarche. Ils nous ont photographiés côte à côte, souriant pour les caméras. Dans les magazines People, nous avions l'air d'une équipe. Derrière ces sourires, chaque conversation était une négociation. Au 11e mois, la charpente métallique du centre était complète, les panneaux de verre captant le soleil du matin. Malcolm se tenait avec moi sur le balcon surplombant la Seine, regardant les équipes installer les supports finaux. « Tu t'en es mieux sorti que je m'y attendais, dit-il, les mots coupés mais sincères. « Mieux que tu ne l'espérais, je réponds. » Il a eu un rire bref, sans humour. Peut-être. Ce n'était pas de la confiance, ce n'était pas du pardon. Mais c'était une reconnaissance, si réticente soit-elle, que je n'étais pas le boulet qu'il m'avait dépeinte. L'inauguration a attiré une foule assez grande pour déborder sur les trottoirs. Élus de la ville, journalistes, familles du quartier se rassemblaient sous un soleil printanier éclatant, le nouveau centre communautaire étincelant derrière nous. Malcolm se tenait à ma gauche, main jointe, sourire rodé. Les caméras l'adoraient, mais les discours n'étaient pas à lui. C'était une stipulation d'Arthur, et la mienne. Quand mon tour est venu, je me suis approchée du podium. J'ai parlé de la conviction d'Arthur, que la richesse ne signifiait rien si elle n'élevait pas les autres. J'ai remercié les entrepreneurs, les bénévoles et la communauté qui avait travaillé à nos côtés. Je n'ai pas mentionné Malcolm. Les applaudissements ont commencé doucement, puis ont grandi en quelque chose de stable et chaleureux, déferlant sur la cour. Du coin de l'œil, j'ai vu l'expression de Malcolm se crisper, sa mâchoire se serrer alors que l'attention restait sur moi. À la fin de la journée, les conditions de la fiducie étaient remplies. Malcolm aurait sa fortune.
Moi, j'avais quelque chose de différent. 2 propriétés de prestige à mon nom et le crédit public d'avoir donné vie à la vision d'Arthur. Alors que la foule se dispersait, je me suis éclipsée par le chemin latéral, mes talons claquant contre les briques neuves. Le centre se dressait derrière moi, vivant de voix, exactement comme Arthur l'avait imaginé. Je n'ai pas regardé Malcolm en arrière, j'en avais pas besoin. J'avais pris la partie de l'héritage familial qui valait la peine d'être gardée et laissé le reste dans le passé. Aujourd'hui, le Centre Arthur Rowan accueille 200 personnes par semaine pour des formations, des ateliers, des événements communautaires, exactement comme grand-père l'avait rêvé. Malcolm a eu ses 50 millions. Moi, j'ai découvert que parfois, être sous-estimé est le plus beau des cadeaux. Si cette histoire vous a inspiré, partagez-la avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ce message. Likez, abonnez-vous pour ne pas manquer la suite et surtout, n'oubliez jamais que celui qui vous sous-estime aujourd'hui pourrait bien avoir besoin de vous demain. Je suis Calista Rowan et j'ai transformé le mépris de mon père en ma plus belle victoire.